Alors déjà, 2 précisions, hein. Moi, je ne suis jamais très à l'aise avec le groupe, les médias, mais puisque le sujet est comme ça, donc vous avez bien compris que je ne vais pas vous parler ni de Google, ni de Facebook, ni de Valeurs Actuelles, ni du Monde, mais des médias considérés comme corporations, comme groupes, disons comme système. Et première précision lexicale. Et deuxième précision lexicale, je pense que c'est une définition très simple. Hein. Si on applique la coïncidence ou le type de coïncidence produite ou fabriquée par les médias, on pourrait la définir ainsi. C'est l'adhérence à ce qui est déjà pensé et généralement à ce qui est opiné, comme on disait au XVIIe siècle, c'est-à-dire à l'opinion commune, voire pire, à l'opinion dominante. Donc, partant de ce principe que la coïncidence dans les médias, c'est l'adhérence à ce qui est déjà pensé, déjà connu ou déjà expertisé, et pire encore, à ce qui est à l'opinion commune ou dominante. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'au fond, les médias ne cherchent pas à produire de la coïncidence. Ça serait leur prêter beaucoup de perversité, beaucoup de méchanceté. Vous allez me dire, bien sûr, il y a des dark médias. Bien sûr, il y a un peu partout dans le monde, et il y a plusieurs façons de le faire, de produire justement des systèmes pervers qui déstabilisent des systèmes de pouvoir. Mais là n'est pas mon propos. Mon propos est plutôt de vous montrer, de vous donner quelques pistes de réflexion pour vous montrer comment, sans même le chercher, sans même chercher à produire de la coïncidence, les médias, au fond, le font. J'allais dire presque malgré eux, entendant encore une fois un média par ce système. Alors, je pense que si ça se passe comme ça, si les médias ou si le système médiatique, appelons ça comme ça, produit de la coïncidence malgré lui ou malgré eux, si on garde le pluriel, c'est pour 2 raisons. C'est parce qu'en fait, il fonctionne avec des biais, et tu en as parlé un peu à l'instant, et il fonctionne aussi par tropisme. Et je vais détailler les biais et je vais détailler les tropismes qui font, j'allais dire, partie inhérente, qui sont même structurellement consubstantielles, on pourrait dire, en fait, à ce qu'on appelle le système médiatique. Je ne résiste pas quand même en préambule à vous c'est vrai que si vous voulez vous prêter à une petite révision de la critique du système médiatique, hein, là, il y a une littérature très abondante, qui va de Balzac à Umberto Eco, en passant évidemment par Debré, par Stigler, par Bourdieu. Bon, il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus, mais je me suis amusé à vous résumer, et vous retrouverez en fait assez rapidement, vous attribuerez les hypothèses ou les thèses à chacun des auteurs que vous connaissez, j'imagine tous plus ou moins. Donc, on peut dire que le système médiatique, au fond, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il fait en sorte que le réel n'advienne plus. Hein. Le système médiatique, on peut lui reprocher, évidemment, de falsifier le réel. On peut lui reprocher de lisser le réel. On peut lui reprocher d'uniformiser le réel. On peut l'accuser de désapproprier le réel ou de la façon dont on vit le réel, c'est-à-dire ce qui arrive, etc., etc. Moi, je trouve qu'il y a un passage dans Proust, puisque je ne sais plus, je crois que c'est Marcelo Gilardi qui parlait de Proust la dernière fois, qui est assez exemplaire de la façon dont le système médiatique fonctionne. En fait, c'est le fonctionnement d'un salon mondain. Et je vais vous raconter juste l'anecdote que vous connaissez sans doute, qui est l'anecdote de la duchesse de Guermantes, qui un jour, au cours d'un dîner, dit, en prenant un ton grave, là je cite Proust, en prenant un ton grave, et c'est très important, puisque c'est une question de posture, et on reproche souvent au système médiatique de produire des postures plus que des positions. La duchesse de Guermantes donc, dit un soir, hein, en présence de la princesse de Sherbatov, enfin tout son monde, tout son clan, « La Chine m'inquiète. La Chine m'inquiète. » Et elle le dit en prenant un ton grave. Je ne vous fais pas le détail de toute la phrase de Proust. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un commentaire extrêmement drôle, extrêmement critique, extrêmement acerbe de Proust, qui en fait se demande, mais au fond, bien sûr, il y a le ton, la posture qu'elle prend au moment de dire « la Chine m'inquiète », mais d'où elle le tient ça ? D'où elle le tient cette semi-vérité ? D'où elle le tient cette assertion contestable « la Chine m'inquiète » ? Bien en fait, Proust évidemment gamberge pour le dire familièrement, se dit « mais ah oui, mais
je crois me souvenir qu'elle le tient de la princesse de Sherbatov, à moins que ce ne soit du professeur Brichot, qui est un professeur très célèbre de la Sorbonne, comme vous vous souvenez, ou même, ah non, c'est sans doute ça, elle doit le tenir du marquis de Norpois, parce que le marquis de Norpois est plus légitime, puisque le marquis de Norpois est diplomate. Et donc, comme il est diplomate, il a des sources sûres. Bon. En fait, tout le monde s'en fiche de savoir d'où elle le tient. Ce qui est intéressant, c'est l'air qu'elle prend et l'autorité qu'elle prend dans son salon, à un moment sur ce dîner particulier, précisément parce qu'elle dit ça avec un ton grave. Et ça, en fait, ça a été analysé, bien sûr, bien longtemps après, par un philosophe analytique américain qui a appelé ça la fabrication du bullshit, avec une spécification du bullshit assez intéressante. Bon, donc, lui, il applique sa discipline philosophique, la philosophie analytique. Bon, le bullshit, tout le monde sait ce que c'est, mais lui, il le définit en termes plus rigoureux. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'un bullshit ? C'est un énoncé qui n'est ni tout à fait vrai, ni tout à fait faux, donc qui en ce sens est indécidable, et qui a une grande vertu, c'est qu'il est socialement recyclable. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans le salon ce soir-là de la duchesse de Guermantes quand elle dit « la Chine m'inquiète ». La Chine m'inquiète, évidemment. Cet énoncé ni vrai, ni faux, vous voyez, je fais l'amalgame et je dis ni frais, d'ailleurs c'est intéressant, il est parfaitement socialement recyclable. Et il va l'être aussitôt. Et donc, tout à coup, voilà, feu d'artifice pendant le dîner et feu de poudre ensuite. Pourquoi j'insiste sur ce petit... parce qu'au fond, on pourrait tout à fait... et ça a été beaucoup... la critique des médias a été beaucoup faite aussi comme ça. Mais je trouve que c'est une façon... Un salon littéraire ou un salon mondain, c'est une façon de faire fonctionner en petit ce qu'on reproche, d'ailleurs, un peu de façon outrancière au système médiatique, c'est-à-dire d'être la fabrique du bullshit. Voilà, ça, c'est le préambule d'usage. Mais ce que je trouvais plus intéressant de partager avec vous, c'était pourquoi ça fabrique de la coïncidence au sens où la coïncidence au sens médiatique, c'est de l'adhérence à de la pensée dominante, de la pensée commune, de la pensée déjà pensée, de la pensée toute faite. Hein. Après, il y a 40 000 caractéristiques ou façons de l'appeler. Eh bien, d'abord parce qu'elle travaille avec des biais, ou il travaille avec des biais. Je ne vais pas... moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Je vais vous juste faire un focus sur 3 biais qui me semblent inhérents au système médiatique. D'abord, je vous rappelle ce que c'est un biais. La personne qui a le plus travaillé sur le biais, c'est un économiste américain qui a eu le prix Nobel d'économie, d'ailleurs, en 2002 pour ses travaux sur l'application des biais cognitifs dans la finance, qui s'appelle Daniel Kahneman. Bon, il se trouve que Daniel Kahneman a réédité, publié un bouquin récemment qui s'appelle Noise. Mais voilà la définition du biais cognitif par Daniel Kahneman. Un biais, pour lui, c'est une façon de penser, de réagir, de ressentir, qui va introduire une distorsion dans l'appréhension du réel. Et qui, introduisant une distorsion dans l'appréhension du réel, va au fond bloquer ou inhiber toute tentative, tout espoir, toute chance, comme dirait François, d'ouvrir quelque chose, ne serait-ce que dans la pensée. D'accord ? C'est ça, un biais. Et si je repars de cette définition, dans le système médiatique, produit au moins 3 biais. Il en produit beaucoup plus, hein, mais je ne peux pas parce que j'ai qu'un quart d'heure. Les 3 biais les plus toxiques, hein, puisque si François dit la coïncidence, c'est la mort, et coïncider, en tout cas dans les médias, ça ne produit pas forcément de la mort, parce que qui aurait envie de produire de la mort à part les terroristes ? Donc on ne veut pas dire que le système médiatique produit de la mort, mais au fond, il produit des choses toxiques. Et la toxicité, elle est dans les biais qui sont inhérents à son propre système. Le premier biais que je vois, moi je l'ai appelé le biais de l'événement faible. Qu'est-ce que c'est que le biais de l'événement faible dans le système médiatique ? C'est le rabattement de l'événement au fait. C'est le rabattement, concept de François Julien aussi, enfin idée de François Julien, c'est le rabattement, la réduction, la peau de chagrinisation de l'événement au fait, au petit fait, au fait divers, voire à l'anecdote. Et il y a une façon de résister à ça, hein, puisque de réouvrir pour le coup et de redonner une chance à la pensée et de ne pas se laisser engluer par ses propres biais ou par les propres biais du système cognitif,
c'est de remettre en perspective l'événement faible de moi, ce que j'appelle, c'est tout à fait discutable, hein, mais c'est un peu facile comme opposition, l'événement fort. Bon, donc là, je suis sur un pur système d'intensité. Mais il y a un philosophe qui a beaucoup travaillé sur les critères de l'événement, comme vous le savez, c'est Gilles Deleuze. J'en retiendrai 4 que j'ai. Ils sont un peu disséminés, pour le coup, dans Logique du sens, dans Différence et répétition, etc. Mais je trouve que la perspective deleuzienne sur l'événement est une façon très utile de résister aujourd'hui à ce biais qui fait partie du système médiatique que j'appelle le biais de l'événement faible. Pourquoi ? Parce que si on reprend sa pensée, il y a 4 critères qui font ce qu'on peut appeler l'événement. Les 4 critères qui définissent un événement. C'est qu'un événement, c'est quelque chose qui dépasse toujours son effectuation, qui ne se réduit pas, qui ne se rabat pas à son effectuation, au fait que ça arrive. Premier critère. Deuxième critère, un événement, c'est au fond quelque chose qui déborde toujours la situation dans laquelle ça se produit. Donc, l'événement, c'est le débord, pour reprendre un terme de peinture, ou l'excès par rapport à la situation. Ça déborde la situation, et ce qui est intéressant, c'est pourquoi faire ? Ça déborde la situation pour ouvrir une brèche, pour indiquer, pour faire signe vers une autre configuration possible. Là aussi, le terme est intéressant. La configuration, on trouve ça en peinture, on trouve ça en littérature, on trouve ça en... Je ne sais pas si on trouve ça en physique. Mais en tout cas, c'est le deuxième critère de l'événement, au sens deleuzien que j'oppose à l'événement faible. Donc, c'est tout d'un coup, bah oui, c'est quelque chose qui indique un réagencement possible. Alors, si vous êtes marxiste, vous dites dans le rapport des forces. Et si vous ne l'êtes pas, vous dites un réagencement possible dans l'ordre du monde ou dans la régulation du monde. Le troisième critère de l'événement, c'est plus classique, c'est au fond ceux dont l'interprétation ne peut pas être univoque. Bon, si vous rapportez ça au système médiatique, vous voyez que souvent on vous bassine, on vous rabat les oreilles, on vous pourrit la tête, j'allais dire, avec des interprétations assez univoques, même si on fait semblant d'organiser un débat dit contradictoire. C'est le troisième critère. Et le quatrième critère, enfin, de l'événement, c'est qu'au fond, je ne sais plus d'ailleurs, Si. Il y a un critère qui me semble intéressant. Je ne sais plus si je l'avais noté. Bon, j'ai oublié le quatrième critère. Peut-être qu'il me reviendra. Ça, c'est le premier biais du système médiatique. Donc, le biais de l'événement faible. Il y a un deuxième biais qui va, en fait, travailler à produire la coïncidence. Moi, c'est ce que j'ai appelé le biais de la causalité simple. Qu'est-ce que c'est que la causalité simple ? C'est une causalité binaire, pour le dire plus exactement. C'est-à-dire que vous connaissez le système binaire, 0-1. Un truc arrive, paf, ça va déclencher un autre truc, pour le dire très familièrement. Donc c'est un système de cause à effet qui est tout à fait linéaire et tout à fait binaire. Et quand vous regardez ou quand vous écoutez la télévision, parce que je n'ai pas précisé évidemment que le système des médias, ça va encore une fois de CNews à Google en passant par Facebook et Valeurs Actuelles, souvent, dans ce qu'on vous présente comme une analyse, en fait, on s'en tient au biais de la causalité binaire. À ça, comment on fait pour débiaiser ça ? Moi, j'oppose, en fait, l'idée de la corrélation complexe. Et ça, c'est l'idée, l'opposition, la corrélation ou le jeu entre la corrélation et la causalité, c'est quelque chose que vous trouvez effectivement dans le travail de François Julien. Qu'est-ce que c'est que la corrélation complexe par rapport à la causalité binaire ? La causalité binaire, je reprends, c'est un truc arrive, ça va déclencher un effet. Bon. La corrélation complexe, c'est quoi ? C'est justement de voir qu'un événement, c'est pas juste un truc qui arrive, pour reprendre mes critères deleuziens. C'est quelque chose, en fait, c'est une série de signes ou de manifestations qui souvent vont être concomitants ou analogiques et qui vont justement ouvrir quelque chose d'autre, qui vont dessiner, designer, préparer, augurer, amorcer une configuration différente ou une autre configuration possible. Donc la façon de résister ou de débiaiser, parce que les biais existent, vous pouvez pas les éliminer comme ça. Donc il faut savoir qu'ils sont là, il faut savoir ruser avec eux. Et je pense que François y insiste aussi souvent, et on le rappelle pas assez, que la décoïncidence, c'est une pratique de la ruse aussi. Je ne sais plus qui, je crois que c'est Gilardi qui avait fait un topo sur la métisse hier. Donc oui, il faut ruser. Et ruser, c'est débiaiser. Et comment on débiaise, justement, le biais
de la causalité binaire, qui est trop souvent un biais très toxique du système médiatique, justement par le contre-jeu, le contre-pouvoir de la corrélation complexe. Le troisième biais, et je m'en tiendrai là pour les biais, c'est en fait le biais du... attendez, comment je l'avais noté. Ah oui, un biais qui est assez fatal, en tout cas moi, dont je pense qu'on ne souligne pas assez la grande toxicité, c'est le biais de l'archivage. J'ai appelé ça le biais de l'archivage. Qu'est-ce que c'est le biais de l'archivage? Vous voyez bien, hein, c'est ce qu'on reproche souvent au système des médias. C'est que, OK, ça arrive, on traite, on stocke, on enregistre, on passe à l'INA et on passe à autre chose. Donc l'archivage, dans le sens du biais médiatique, dans le sens que j'emploie, en fait, c'est une façon de préparer l'amnésie. C'est une façon d'effacer. C'est une façon d'oublier plus vite. Donc c'est une production presque industrielle de l'oubli, l'archivage. À l'archivage, en fait, moi, j'oppose en fait une façon de débiaiser le biais de l'archivage, qui est la loi de la sédimentation. La sédimentation, qu'est-ce que c'est? C'est partir du principe que un événement, justement, ça travaille longtemps après. Ça travaille longtemps après son effectuation. Hein. Donc ça pénètre une première couche géologique, une deuxième couche géologique, et ça, une fois que ça a amorcé quelque chose, ça aura des répercussions ici, là, ailleurs, etc. Ce que ne voit pas assez, ce que ne peut pas voir le système médiatique, appelons-le comme ça, encore une fois, hein, même si c'est à gros traits, ce que ne peut pas voir le système médiatique, précisément à cause de son biais de l'archivage, et précisément aussi à cause de son biais de la causalité binaire, qui lui interdit d'aller voir ailleurs, d'aller voir un peu plus avant, un peu plus en arrière, un peu plus en avant, ou juste un peu plus à côté. Voilà pour les trois biais sur lesquels je voulais insister. Là où ça se complique pas du tout, là où ça se complexifie, c'est qu'en plus de ces biais, moi je pense que dans le système médiatique, et c'est pour ça qu'il fait très bien fonctionner le thème de la coïncidence et de la décoïncidence, c'est qu'il produit aussi ce que j'ai appelé des tropismes. Alors ça, les tropismes, c'est plutôt nouveau, enfin c'est pas nouveau, ils ont toujours existé, mais disons qu'ils sont décuplés par les nouvelles technologies et par les effets réseaux sociaux. Le premier tropisme dont je voulais vous parler, c'est le tropisme que j'ai appelé le tropisme affinitaire. Le tropisme affinitaire, vous voyez évidemment à quoi je pense. Le tropisme affinitaire, il a été décuplé, mais infiniment décuplé par les réseaux sociaux. C'est quoi le postulat du tropisme affinitaire dans le comportement, dans l'usage des médias? C'est que je valide ce que j'aime déjà. Je valide ce que j'aime déjà. Et bien, j'allais dire, quand on valide ce qu'on aime déjà, on est un peu mal barré. Et qu'est-ce qu'on fait? On like. Alors, on est rassuré parce qu'on like ou on super like. Mais quand on valide ce qu'on aime déjà, c'est pas forcément comme ça qu'on va découvrir, qu'on va se remettre en cause, qu'on va décoïncider. C'est le premier postulat du tropisme affinitaire décuplé par les réseaux sociaux. Et le deuxième, qui est une conséquence évidemment, disons un dérivé du premier, c'est la phrase célèbre de Freud sur le narcissisme des petites différences. C'est qu'au fond, pour me singulariser et pour être reconnu, parce que tout sujet cherche à être reconnu, ne cherche que la reconnaissance même, enfin pas que, mais pour être reconnu, je vais produire plus de petites différences que les autres. Et ben, je peux vous dire que ce n'est pas en accumulant des petites différences, et ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences, que vous allez vraiment creuser votre intimité, vous comprendre et vous donner à comprendre aux autres. Donc ça, c'est le premier tropisme qui me semble assez toxique. Le deuxième, en fait, c'est un tropisme idéologique. Bon, donc si on apporte ça en termes de coïncidence, ou si on rapporte ça plus exactement au concept de coïncidence, on pourrait dire que le premier tropisme affinitaire, c'est quoi? C'est la coïncidence des goûts et des couleurs. Qu'est-ce que je fais? J'ai mes goûts et mes couleurs à moi. J'ai envie que ça coïncide avec les goûts et les couleurs de mon voisin. Et à l'infini. Parce que mon voisin, c'est mon voisin du cercle 1, mon voisin du cercle 2, du cercle 3, etc. Et du cercle maintenant jusqu'en Corée. Voilà. C'est ça, la façon dont ça fonctionne, ça fait fonctionner la coïncidence. Donc le deuxième tropisme, c'est un tropisme plus classique. C'est pas quand les goûts et les couleurs coïncident avec cercle 1, cercle 2, cercle 3 à l'infini. C'est pas l'extension infinie de la coïncidence des goûts et des couleurs. C'est quand, j'allais dire, pour le dire brutalement, le capital coïncide avec l'opinion.
Quand le capital coïncide avec l'opinion, ça c'est très facile, hein, vous voyez les exemples autour de vous. Hein. Pourquoi Vincent Bolloré rachète CNews? Pourquoi Vincent Bolloré est intéressé par le rachat du Figaro? J'ai rien contre Vincent Bolloré, c'est un exemple. Hein. Pourquoi il y a une guerre à mort sur le contrôle du groupe Lagardère? Pourquoi il y a une bataille pour savoir qui de LVMH ou du groupe Bolloré reprendra Europe 1 ou Lagardère? Bon, ça c'est déjà tranché, mais bon. Qu'est-ce que ça produit, ça, quand il y a une coïncidence, pour le coup, et organisée, pensée, stratégée, rentabilisée entre le capital et l'opinion? Bah, évidemment, ça produit plus d'idéologie, puisque pourquoi je veux avoir une tribune là, c'est pour mettre en avant, faire la promotion, mais pas au sens de François Julien, au sens beaucoup plus brutal, de mes propres intérêts, de mes propres opinions, de mes propres cercles. Donc il y a un tropisme idéologique qui est décuplé par la coïncidence du capital et de l'opinion. Et le troisième tropisme, il est plus insidieux, j'allais dire. Il est ce que j'ai appelé le tropisme misologique. Tropisme misologique, vous connaissez la misologie, hein, c'est Platon, je crois, le premier qui en a parlé. C'est, disons, le mépris ou la haine de la raison. Bon, dans le plus neutrement possible, c'est on est indifférent au logos. Ou alors on le méprise, ou alors on le hait carrément. Et on veut le casser en 1000 morceaux. Bon, vous savez que la misologie, c'est quand même un des symptômes de notre époque aujourd'hui. Et bien, le tropisme misologique, en fait, il est très très prégnant en ce moment dans le système médiatique. Et si je devais le résumer en une phrase, je dirais que c'est la coïncidence, puisque j'essaie toujours de le rapporter au thème de la coïncidence, et après on va voir quelle ruse on peut employer pour s'en sortir. Il faudra bientôt conclure. Je vais conclure. C'est précisément quand, en fait, il y a une coïncidence entre une part de voix faible et une part de vérité forte. Ou pour le dire autrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on part du principe, on met comme postulat que, en fait, plus on est inaudible, plus on est petit dans la société, plus on est invisible, plus on a raison. Et ça, c'est un grand changement. Et ça, c'est un grand changement qui a été évidemment révélé par la crise des Gilets jaunes et dont aujourd'hui, par exemple, Zemmour fait évidemment son beurre, j'allais dire. Hein. Et ça repose sur deux postulats. Ça repose sur un postulat très, très, non pas révolutionnaire, mais réactionnaire, qui consiste à penser que, en fait, le logos, puisque je parle de misologie, est toujours du côté des puissants, d'accord, et que avoir recours à la raison, avoir recours à la rationalité, c'est toujours suspect. C'est suspect parce que le logos est discrédité, parce qu'on le vit toujours comme une entreprise de justification d'une injustice, au lieu d'avoir un rapport, j'allais dire, sain au logos ou neutre au logos, qui est simplement le logos. Voilà, c'est l'entreprise qui essaie de parvenir à une forme de vérité avec méthode et argumentation, on peut le dire comme ça. Donc, étant victime ou produisant lui-même ces trois biais sur lesquels j'ai voulu insister et ces trois tropismes, c'est ainsi que le système médiatique produit ce qu'on appelle, ce que François appelle la décoïncidence, et c'est comme ça que je l'applique à la coïncidence. Maintenant, le sujet, ce qui est le vrai sujet d'après, comment on fait? Que faire? C'est-à-dire comment on se sort de ce système? Comment on décoïncide? Eh bien, il faut être sacrément rusé. Il y a plusieurs ruses possibles. La première ruse pour décoïncider le système médiatique, on pourrait dire on le boycotte. Si on le boycotte, un peu dangereux, un peu suicidaire comme position. On peut se dire, ok, on le boycotte pas, donc on boycotte, on n'apparaît plus nulle part. Bon, mais il se trouve qu'on ne vit pas encore sur une île Lofoten au large de la Norvège. On peut se dire, on ne le boycotte pas, mais on va être des dissidents. C'est-à-dire qu'on va être des dissidents, on va le critiquer. Mais moi, je trouve que c'est une position assez vaine. Ensuite, en fonction de votre courage personnel ou pas, vous pouvez décider d'être lanceur d'alerte, hacker, activiste. Mais moi, je crois que la meilleure façon de décoïncider, et j'en ai fini, Sybille, de décoïncider de ce système médiatique et interprété, comme j'ai essayé de le faire devant vous, comme une fabrique de la coïncidence, bien malgré lui, c'est justement de trouver en fait un système d'autoproduction en collectif et de produire par nous-mêmes, que ce soit avec des coïncidences et avec tout le réseau qu'on peut créer. Qu'est-ce que c'est? Imaginons que demain on fasse une plateforme de ressources conceptuelles
qui soit consacré, qui commence simplement, petitement, discrètement, par la collection, l'inventaire des interventions qui sont là. Et on a vu que les interventions, ça concerne des champs très divers et très intéressants, où on fait fonctionner la décoïncidence. Il y a un exemple, moi, que je trouve assez intéressant, toujours inspirant, on dirait un benchmark aujourd'hui, c'est ce qu'a fait Jefferson Hack. Je ne sais pas si vous connaissez Jefferson Hack, c'est le fondateur de la plateforme Nowness. C'est un éditeur anglais qui a d'abord commencé comme éditeur dans la mode, qui a créé Dazed and Confused, et qui un jour s'est dit, mais au fond, avec le réseau que j'ai, je vais créer une plateforme digitale qu'il appelle une chaîne vidéo digitale qui va recenser, simplement partager, éditer, programmer, curater le meilleur de la production artistique et culturelle du monde entier. Il a des topics, il parle. Si vous voulez avoir, par exemple, un très beau film récent sur James Turrell, le peintre américain, vous allez sur Nowness. Si vous voulez aller avoir un documentaire sur tel photographe coréen très pointu qui travaille sur la décoïncidence, vous allez, enfin pas encore, mais sur Nowness. Et je pense que, et c'est ma conclusion, cet exemple est très enrichissant pour nous parce que, au nom de décoïncidence, on pourrait tout à fait imaginer une plateforme qui recense tous ces exercices de nouveau, qui essaie de redonner une chance à la pensée en se décalant, en se décoïncidant du système médiatique plutôt que de s'en plaindre. Voilà. Merci beaucoup, Paul-Henri.